Chapitre 18. La route de Kemlin. La route de Kemlin n'était guère différente de la route du Nord qui traversait deux rivières. Beaucoup plus large, bien entendu, elle portait les traces d'un trafic plus intense, mais elle restait en terre battue et les arbres qui la bordaient n'auraient pas détonné sur le territoire natal de Rand. D'autant plus que tous étaient dénudés en ce début de printemps, à part les conifères. Le paysage environnant, lui, se révélait très différent. Le premier jour de voyage, dès midi, la route s'enfonça dans une série de collines basses. 2 jours durant, cela continua. De temps en temps, quand la configuration d'une butte ne convenait pas, la route la contournait, mais c'était relativement rare. À l'angle d'incidence des rayons solaires, qui se modifiaient sans cesse, il devint évident que la large piste, si rectiligne qu'elle parut à l'œil nu, obliquait très légèrement vers le sud-est. Pour avoir passé des heures à rêvasser sur la vieille carte de Maître Albert, comme la moitié des garçons de Chandédemont, Rand se souvenait que la route contournait les collines d'Apcher avant d'arriver à Pont-Blanc. À intervalles réguliers, l'âne mettait pied à terre au sommet d'une colline et jetait un regard panoramique sur le paysage. Pendant ce temps, les autres se dégourdissaient les jambes ou se restauraient. « Dire que j'aimais le fromage !» soupira Egwene à la mi-journée de leur 3e jour de voyage. Assise le dos contre un tronc d'arbre, elle se lamentait au sujet d'un déjeuner semblable au petit déjeuner, et dont le dîner serait également le fidèle reflet. « Une bonne infusion ne serait pas de trop », marmonna-t-elle en s'emmitouflant dans sa cape de voyage. « La tisane d'Ad-Dilay est très efficace contre la fatigue, » dit Ninaev. « L'infusion de millepertuis aussi. Les deux éclaircissent les idées et délassent les muscles. » Pour délasser, elle délasse, souffla Moiraine en coulant un étrange regard à la sage dame. Ninaev tressaillit, mais elle continua sur le même ton. « Cela dit, si on veut se passer de sommeil... »« Pas d'infusion !» lança le champion à Egwene. « Pas de feu ! Nous ne les voyons pas encore, mais ils sont sur nos talons. 1 ou 2 blafards et leurs trollocs. Sachant que nous suivons cette route, ils n'ont pas besoin de nous localiser précisément. »« Je ne réclamais pas une infusion, » se défendit Egwene. « Je regrettais simplement de ne pas en avoir. » « S'ils savent que nous suivons cette route, » intervint Perrine, « pourquoi ne fonçons-nous pas en ligne droite vers Pont-Blanc ?»« L'âne lui-même se déplace moins vite à travers bois que sur une route, » répondit Moiraine, devançant Ninaev. « C'est particulièrement vrai avec les collines d'Apcher. » La sage dame eut un soupir agacé. Rand se demanda une nouvelle fois quelle mouche la piquait. Après avoir ignoré la Sedai tout au long du premier jour, elle tentait de lui parler herboristerie dès que l'occasion se présentait. « D'après toi, » continua Moiraine en s'éloignant de la sage dame, « pourquoi crois-tu que la route les contourne ? Et de toute façon, il nous faudrait revenir dessus tôt ou tard. Du coup, nos adversaires risqueraient d'être devant nous plutôt que derrière. » Rand ne parut pas convaincu et Mat marmonna quelque chose au sujet d'un très long détour. « Avez-vous vu une ferme ce matin ?» demanda l'âne. « La fumée d'une seule cheminée. » « Non, parce que entre Berlon et Pont-Blanc s'étend une terre sauvage. À Pont-Blanc, nous traverserons la rivière Arinelle. C'est le seul moyen d'accéder au sud de Maradon, au Saldaïa. »« Et dans ce cas, » intervint Tom, « qu'est-ce qui empêche nos ennemis de nous attendre à Pont-Blanc ?» La sonnerie d'un corps retentit dans le lointain à l'ouest. L'âne se retourna et scruta la route d'où venaient les fugitifs. Rand frissonna, mais il resta assez lucide pour penser. 1 lieue et demie d'ici, au maximum. « Rien n'empêche nos ennemis de rien trouver, » dit le champion. « Il faut nous fier à la chance et à la lumière. Mais nous savons maintenant qu'il y a des trollocs derrière nous. »« Il est temps de repartir, » déclara Moiraine en s'époussetant les mains. Elle enfourcha sa jument blanche. Énervés par une deuxième sonnerie de cor, les chevaux se bousculèrent un peu. D'autant plus que d'autres sonneries, cette fois, répondirent à celles qui montaient de l'ouest.
Rand se prépara à lancer Nuage au galop et il vit que ses compagnons faisaient de même avec leurs montures. À part Lan et Moiraine, qui se regardaient sombrement. « Moiraine Sedai avance avec les autres, » dit enfin le champion. « Je vous rejoindrai dès que possible. Et si j'échoue, tu le sentiras. » S'accrochant au pommeau de la selle, Lan sauta sur le dos de son étalon noir et partit vers l'ouest au galop. Les cors sonnèrent de nouveau. « La lumière soit avec toi, dernier seigneur des 7 tours, » murmura Moiraine, presque trop bas pour que Rand puisse entendre. « On y va !» cria-t-elle ensuite, lançant Aldibotro. Tandis qu'il suivait la Sedai, Rand se retourna pour tenter d'apercevoir Lan. Mais il était déjà invisible parmi les buttes et les arbres déplumés. « Dernier seigneur des 7 tours », l'avait appelé Moiraine. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Il aurait juré avoir été le seul à entendre, mais à voir l'air pensif de Tom, ça ne semblait pas sûr du tout. Ce trouvère semblait savoir beaucoup de choses. Les corps dialoguèrent une nouvelle fois. Ils étaient plus proches. Rand en aurait mis sa main au feu. Une lieue à tout casser. Mat et Egwene regardaient aussi derrière eux et Perrine voûtait les épaules comme s'il redoutait de recevoir un projectile entre les omoplates. « Ne pouvons-nous pas avancer plus vite ?» demanda Nynaeve quand elle eut poussé sa monture à rattraper Aldib. Les sonneries se font plus pressantes. La Sedai secoua la tête. Pourquoi nous annoncent-ils leur présence d'après vous? Et s'ils désiraient que nous foncions tête baissée pour tomber dans un piège? Les fugitifs n'accélérèrent pas. Régulièrement, les corps sonnaient, se rapprochant régulièrement. Rand tenta de contrôler sa panique, mais ça devint chaque fois plus difficile. Une demi-lieue, pensa-t-il de plus en plus inquiet. Soudain, Lan déboula de derrière une butte et rejoignit ses amis au galop. Comme toujours, il vint faire son rapport à Moiraine. 3 points de Trolloc au moins, chacun dirigé par un blafard, peut-être davantage. « Si vous étiez assez près pour les voir, » dit Egwene, « l'inverse est tout aussi vrai. Ils vous talonnent peut-être. »« Ils ne l'ont pas vu, » affirma Nynaeve. « J'ai suivi sa piste, et je sais de quoi je parle. Silence !» ordonna Moiraine. « Lan vient de dire qu'il y a au minimum 300 Trollocs à nos trousses. »« Et ils gagnent du terrain, » précisa le champion. « Dans 1 heure ou 2, ils nous auront rattrapés. »« S'ils étaient si nombreux, pourquoi n'avoir pas profité de cet avantage à Chandédemont ? Et sinon, d'où sortent ces renforts ?»« Ils se sont déployés pour nous pousser devant eux, » dit Lan. « C'est l'équivalent d'une battue, avec des rabatteurs à l'avant-garde. »« Nous pousser vers quoi ?» se demanda Moiraine à haute voix. Comme pour lui répondre, un corps sonna derrière eux, et la réponse vint cette fois de devant. Moiraine tira sur les rênes de sa jument, et tous ses compagnons l'imitèrent. Comme les fugitifs de Chandédemont, Tom semblait très inquiet. Des sonneries de corps retentirent de nouveau. Une marche triomphante, pensa Rand accablé. « Que faisons-nous » demanda agressivement Nynaeve. « Il nous reste le nord ou le sud » dit Moiraine, réfléchissant tout haut plus qu'elle répondait à la sage dame. Au sud, il y a les collines d'Apcher, un désert, et la rivière Taren, impossible à traverser en l'absence de guet, de pont ou de bac. Au nord, l'Arinelle n'est pas si loin que ça, et nous aurons une chance de trouver un bateau. Si les glaces se sont brisées à Maradon, il y a un endroit où les Trollocs n'iront pas, intervint Lan. Non, s'écria Moiraine. Elle vint se placer à côté du champion et se pencha vers lui afin que nul ne les entende. Les corps sonnèrent de nouveau, éprouvant encore un peu les nerfs des chevaux. « Ils tentent de nous effrayer », dit Tom en essayant de calmer sa propre monture, « pour nous pousser à avancer à l'aveuglette. » À chaque sortie, Egwene tournait la tête comme si elle s'attendait à voir un Trolloc dans son dos. Rand aurait volontiers réagi comme son ami, mais il se retenait tant bien que mal. Pour la rassurer, il vint se placer à ses côtés. « Le nord !» ordonna Moiraine. Dans un concert de sonneries, les fugitifs quittèrent la route et s'enfoncèrent dans les collines. Les buttes étaient basses, certes, mais il fallait sans cesse monter et redescendre, un exercice toujours difficile sur un terrain boisé et accidenté. Peinant dans les montées et accélérant dans les descentes, les fugitifs avançaient à un rythme plus soutenu qu'ils l'auraient cru. Des branches cinglaient le visage et la poitrine de Rand. S'enroulant à ses bras, des lianes poussaient parfois l'audace jusqu'à s'en prendre à ses chevilles.
Sonnant toujours, les corps se faisaient de plus en plus proches. Un quart de lieue, pensa Rand. Peut-être moins. L'âne regardait désormais partout, son visage exprimant une angoissante inquiétude, quand on le connaissait assez pour aller au-delà des apparences. Une fois, le champion se redressa même sur ses étriers pour mieux sonder le terrain d'où venait la colonne. Quand ce fut fait, il écarta le pan de sa cape pour dégager le pommeau de son épée. Un simple réflexe, mais qui en disait long sur ce qui se profilait. La colonne avançait trop lentement, et elle ne pourrait pas éviter un affrontement. Inquiet, Rand interrogea Mat du regard. Haussant les épaules, le jeune homme désigna l'âne et soupira d'accablement. Le champion reprit la parole, se retournant à peine. « Des Trollocs approchent !» annonça-t-il. Arrivés au sommet d'une colline, les fugitifs étudiaient ce qui les attendait. « Des éclaireurs, je pense. Si nous tombons sur eux, restez près de moi à tout prix et imitez mon comportement. Nous ne devons pas dévier de notre route. »« Par le sang et les cendres !» grogna Tom. Ninaev fit signe à Egwene de rester près d'elle. À part quelques bosquets de conifères, il n'y avait alentour nulle part où se dissimuler. Rand regarda pourtant autour de lui, croyant voir un Trolloc derrière chaque tronc. Son imagination lui jouait des tours. Mais pas ses oreilles. Les corps étaient tout près désormais, sur leurs talons. Quand les fugitifs arrivèrent au sommet d'une colline, ils découvrirent sur le versant descendant une horde de Trollocs armés de longs bâtons terminés par un crochet ou un lasso. La colonne adverse s'étirait sur des centaines de pas. Sa probable queue invisible à cause d'un tournant de la piste. À sa tête chevauchait un Myrddraal qui hésita un moment lorsqu'il aperçut les cavaliers. Puis, il dégaina son épée à la lame noire et la leva au-dessus de sa tête. « Tous avec moi !» cria l'âne, sa lame tirée au clair comme par miracle. Mandarb fondit au galop sur les monstres. « Pour les 7 tours !» cria le champion. Rand lança Nuage au galop et tout le groupe le suivit. « Manétheren ! Manétheren !» cria le jeune homme, surpris de constater qu'il brandissait déjà l'épée de Tam. « Manétheren ! Manétheren !» lui fit écho Perrine. Comme toujours, Mat se distingua en lançant « Karai an Kaldazar! Karai an Elisand! Al Elisand !» Le blafard cessa de stimuler ses troupes et s'intéressa aux téméraires qui le chargeaient. Puis les deux groupes s'affrontèrent. Quand la lame de l'âne rencontra celle du Myrddraal, fabriquée dans les forges de Takandar, un éclair bleu jaillit et zébra l'air paisible. Les monstres à l'apparence vaguement humaine se massèrent autour de chaque cavalier, cherchant à le capturer. Seul l'âne sembla ne pas les intéresser. Alors qu'il affrontait le blafard, pas un seul Trolloc ne tenta de se mêler au duel. Terrorisé par les visages contrefaits qui l'entouraient, Nuage hennit et se cabra. Entouré d'ennemis, Rand força son cheval à remettre les 4 sabots par terre et à avancer. Se souvenant de quelques leçons de l'âne, le jeune homme abattit sa lame comme s'il entendait couper du bois. « Egwene ! Egwene !» Où était la jeune fille? L'ayant perdue de vue, Rand continua à la chercher en tranchant au hasard les bras et les têtes d'ignobles créatures. Aldib réagissait à la moindre traction de Moiraine sur les rênes. Impénétrable, la Sedai frappait avec sa canne. Des flammes en jaillissaient, embrasant les Trollocs les plus audacieux. Suivant de près la Sedai, Ninaev et Egwene, un rictus haineux sur les lèvres, frappaient inlassablement avec leurs dagues. Hélas, contre les Trollocs, des armes à la lame si courte n'avaient guère d'utilité. Rand tenta de forcer Nuage à rejoindre ses deux amis, mais le cheval avançait droit devant lui, refusant de répondre aux ordres de son nouveau maître. Les Trollocs ayant unanimement tendance à battre en retraite face au danger, les 3 femmes bénéficiaient d'un peu plus de latitude qu'auparavant. N'étant pas dupes, elles n'en profitèrent pas pour tenter de rompre l'engagement. Du feu jaillissait de l'étrange bâton, terrorisant les monstres. Un peu plus loin, l'âne en décousait toujours avec le Myrddraal. Un lasso parvint à se refermer sur le cou de Rand. D'un revers de la lame, il coupa en deux la hampe de cette arme bizarre, puis tailla en pièces le Trolloc à faciès de chèvre qui avait eu l'infortune de l'agresser. Un crochet se planta dans le dos de la cape du jeune homme, le tirant aussitôt en arrière. Manquant en perdre son épée, il s'accrocha au pommeau de la selle. Alors que Nuage hennissait de terreur, Rand sentit qu'il glissait inexorablement.
Du coin de l'œil, il vit que Perrine, debout sur ses étriers, tentait d'arracher sa hache à la convoitise de 3 Trollocs. Les monstres tenaient l'apprenti forgeron par un bras et il s'accrochait aussi à ses jambes. Perdant tout repère dans la mêlée sauvage, Rand ne songea plus qu'à larder de coups les monstres qui déferlaient sur lui. Quand il dut lâcher un instant le pommeau de la selle pour mieux frapper un agresseur, le jeune homme se sentit aussitôt glisser jusqu'à la croupe de Nuage. Heureusement, il tenait assez fermement les rênes pour ne pas finir au sol, où il n'aurait pas eu une chance de s'en tirer. Nuage rua follement, Rand s'accrocha aux rênes, et en un clin d'œil, tout s'arrêta. La traction cessa, ses ennemis le lâchèrent et des cris retentirent un peu partout. Tous les monstres hurlaient comme s'ils étaient devenus fous. Se roulant par terre, ils s'arrachaient les cheveux ou se griffaient le visage. Plus un seul ne se battait. Frappant parfois le sol comme si la terre y était pour quelque chose, tous hurlaient à plein poumon. Rand vit enfin le Myrddraal et comprit ce qui se passait. Toujours bien droit sur sa selle, son épée noire fendant encore l'air, le blafard n'avait plus de tête. « Il ne mourra pas avant la tombée de la nuit !» cria Tom, sa voix parvenant à couvrir le vacarme. « Pas complètement en tout cas. C'est du moins ce que j'ai entendu dire. »« On file !» lança le champion. Il avait déjà réuni Moiraine et les 2 autres femmes, les poussant à galoper jusqu'à la colline suivante. « Il y a d'autres monstres !» beugla-t-il. De fait, des sonneries de corps montaient du sud, de l'est et de l'ouest. Mat était le seul à avoir glissé de sa selle. Alors que Rand volait à son secours, il se débarrassa du lasso qui lui avait valu de tomber, ramassa son arc et remonta tout seul sur son cheval, tout en se massant le cou. Les corps aboyaient à présent comme des chiens qui viennent d'acculer une biche. Conscient du danger, l'âne imposait à la colonne un rythme incroyable. Le paysage défilant si vite sous les yeux de Rand qu'il ne distinguait plus aucun détail. Les sonneries continuaient pourtant à se rapprocher inexorablement. Et quand les corps marquaient une pause, les cris des poursuivants semblaient si proches que Rand en avait la chair de poule. Alors que les fugitifs atteignaient le sommet d'une colline, des Trollocs apparurent en haut de la précédente, à moins de 200 pas de là. 3 Myrddraal haranguaient la horde de monstres qui s'apprêtaient à dévaler le versant de la butte. 3 blafards, pensa Rand, le cœur battant la chamade. Les 3 lames noires se levèrent de conserve. Avec des cris de triomphe, les Trollocs dévalèrent la pente en brandissant leur étrange arme. Moiraine sauta à terre, sortit un objet de sa bourse et le déballa. Rand reconnut l'artefact en ivoire noirci par le temps. L'Angréal dans une main et son bâton dans l'autre. La Sedai se campa face à la meute de Trollocs et à leurs 3 chefs. Levant très haut le bâton, elle l'enfonça dans la terre. Le sol émit un bruit sourd, comme une bouilloire de fer frappée par un maillet. Quand le son se fut dissipé, un silence total tomba sur la scène. Pas un gémissement de vent ni un bruissement de feuillage. Les Trollocs eux-mêmes se turent, leur charge perdant de sa fureur pour finir par s'arrêter net. L'espace de quelques secondes, l'univers tout entier sembla figé dans une attente anxieuse. Puis, le bruit sourd revint, devenant une sorte de grognement qui gagna en intensité jusqu'à ce qu'on ait l'impression que la terre gémissait. Sous les sabots de Nuage, le sol tremblait. Dans les histoires, c'était exactement le genre de travail qu'accomplissaient les Aes Sedai. Rand aurait bien voulu être à 100 lieues de là, mais il sentait le sol trembler de plus en plus fort. Autour de lui, les arbres en vacillaient sur leurs racines. Ayant de plus en plus de mal à conserver son équilibre, Nuage faillit tomber. Mandarb et Aldib, celles-ci pourtant sans cavalière, titubaient comme s'ils avaient bu. Les fugitifs, encore perchés sur leur monture, durent s'accrocher aux rênes, voire à la crinière de leur cheval pour ne pas finir le nez dans la poussière. Moiraine n'avait pas bougé d'un pouce. L'Angréal toujours dans une main tandis que l'autre serrait le bâton planté dans le sol. Comme son étrange canne, la Sedai était parfaitement immobile, à croire que les vibrations ne la concernaient pas. Pourtant, la terre bouillonnait devant Moiraine, projetant en direction des Trollocs des ondulations semblables à celles d'un lac. N'étaient que ces ondulations-là grossissaient en avançant, comme si un raz de terre menaçait de submerger les monstres. Emportés par ces déferlantes telluriques, les arbres étaient secoués comme un hocher dans les mains d'un bébé.
pris dans une tourmente, les Trollocs sur la pente d'en face tombaient à la renverse comme des quilles. Comme si la terre ne se déchaînait pas tout autour d'eux, les 3 Myrddraal avançaient en ligne. Leurs chevaux trottant d'un pas assuré comme à la parade. À côté d'eux, des Trollocs dévalaient désormais la pente en roulant sur eux-mêmes, et rien ne semblait pouvoir enrayer leur dégringolade. Mais les blafards n'étaient pas le moins du monde dérangés. Moiren leva son bâton. Aussitôt, les secousses cessèrent. Mais l'Aes Sedai n'en avait pas terminé. Pointant la canne sur la dépression entre les 2 collines, elle fit jaillir du sol un geyser de flammes haute de 20 bons pieds. Puis elle fit un ample mouvement de gauche à droite et le feu se transforma en une muraille dressée entre les Trollocs et les humains. Si importante que fût la distance, Rand leva une main devant son visage pour se protéger de la chaleur. Malgré leur mystérieux pouvoir, les étalons noirs des Myrddraal hennirent de terreur, se cabrèrent pour refuser l'obstacle et désobéir à leurs cavaliers, qui les talonnaient sauvagement pour les forcer à avancer. « Par le sang et les cendres !» souffla Mat. Rand approuva simplement du chef. Moiren tituba soudain. Sans Lann qui sauta à terre pour la soutenir, l'Aes Sedai serait sans nul doute tombée. « Filez !» lança le champion, son ton dur tranchant avec la délicatesse de ses gestes, tandis qu'il installait l'Aes Sedai sur sa selle. « Ces flammes ne seront pas éternelles. Partez! Chaque minute compte !» À l'entendre rugir, Rand aurait volontiers parié que ce feu brûlerait jusqu'à la fin des temps. Mais qui était-il pour contredire le champion? Poussant leurs chevaux au maximum, Rand, Egwene, Mat, Perrin et Tom galopèrent à toute vitesse vers le nord. Derrière eux, les corps semblèrent gémir de déception, pleurant sur l'escarmouche perdue, puis ils se turent définitivement. Lann et Moiren ne tardèrent pas à rejoindre leurs 5 compagnons. Alors que l'Aes Sedai peinait à s'accrocher des 2 mains à sa selle, le champion tenait sa jument par les rênes. « Je vais aller mieux très vite », dit Moiren, quand elle mesura l'inquiétude de ses alliés. Le regard vif et hypnotique, comme à l'accoutumée, elle parlait d'un ton confiant qui rassura Rand. « La terre et le feu ne sont pas mes éléments favoris, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce n'est rien de grave. » L'Aes Sedai et son champion reprirent la tête de la colonne et lui imposèrent un rythme soutenu. À cette vitesse, se dit Rand, Moiren tenait tout juste en selle. Chevauchant derrière elle, Nynaeve l'empêchait de tomber, une main plaquée dans son dos. Plusieurs minutes durant, les 2 femmes dialoguèrent à voix trop basse pour que d'autres les entendent. Puis, la sage dame plongea une main sous sa cape et en sortit un sachet qu'elle posa dans la main de sa compagne. Sans hésiter, Moiren ouvrit le sachet et avala d'un seul coup son contenu. Après avoir dit encore quelques mots, Nynaeve se laissa distancer par l'Aes Sedai et rattrapée par le reste de la colonne. Même si elle ne réagit pas quand elle fut littéralement criblée de regards interrogateurs, Rand crut la voir sourire de satisfaction. Que manigançait la sage dame? Si incroyable que cela pût paraître, Rand n'en avait pas grand-chose à faire. En chevauchant, le jeune homme ne pouvait s'empêcher de s'assurer très souvent de la présence de son épée. C'est donc ça une bataille, pensa-t-il encore bouleversé. À dire vrai, il ne se souvenait pas de grand-chose. À ses yeux, tout s'était déroulé beaucoup trop vite pour qu'il en retienne davantage qu'un entrelac d'images et de sons incohérents. En revanche, il se rappelait la chaleur de l'incendie, et celle qu'il avait fait suer à grosses gouttes durant toute l'attaque. Par un temps pareil, transpirer était un moyen radical d'obtenir un aller simple pour le cimetière. Inquiet, Rand jeta un coup d'œil à ses 2 amis. Mat utilisait un pan de sa cape pour se sécher le visage. Les yeux rivés sur quelque chose dans le lointain, Perrin ne semblait guère apprécier ce qu'il voyait. Très concentré, il n'avait même pas conscience de la sueur qui ruisselait sur son front. Les collines devinrent moins hautes, et la progression des fugitifs en fut beaucoup facilitée. Contre toute attente, cependant, Lann s'arrêta net en levant une main. Nynaeve fit mine de vouloir rejoindre Moiren, mais le champion l'en dissuada d'un regard glacial. Se penchant l'un vers l'autre, l'Aes Sedai et son fidèle compagnon recommencèrent à dialoguer à voix basse. À en juger par les gestes de la jeune femme, il semblait qu'ils se disputaient. Nynaeve et Tom les regardèrent avec une insistante qui en disait long sur leur inquiétude. L'une plissant le front,
et l'autre marmonnant sous sa moustache. Il semblait très mal à l'aise, et ça ne s'arrangea pas lorsque Moiraine et Lan repartirent au pas sans cesser de se quereller. Les 4 jeunes gens préféraient regarder ailleurs. Qui pouvait dire ou risquer de conduire une querelle entre une Aes Sedai et son champion? Après quelques minutes, Egwene osa jeter un coup d'œil à l'étrange duo. D'une voix un peu hésitante, elle engagea ensuite la conversation avec Rand. « Tu as crié quelque chose au Trolloc tout à l'heure » commença-t-elle sans trop savoir comment s'y prendre pour développer le sujet. « Oui, et alors ?» répondit Rand. Il ne se sentait pas terriblement assuré. Les cris de guerre étaient bons pour les champions. Malgré le récit de Moiraine, les gens de Deux-Rivières ne faisaient pas ce genre de choses. Cela dit, ce n'était pas une raison pour se moquer de lui. Eh bien, Mat a répété 10 fois l'histoire de Moiraine, et... très mal répété, précisa Tom. Mat eut un grognement indigné. Mal ou bien, nous l'avons tous entendu jusqu'à plus soif. Dans des circonstances pareilles, il faut bien crier quelque chose, non? Vous avez entendu Lan? Nous avions le droit, intervint Perrine. Nous descendons de ces gens de Manetheren, si j'ai bien compris. Ils combattaient le ténébreux, et nous aussi. Selon moi, ça nous donne droit à une sorte d'héritage. Egwene eut un soupir agacé. Je ne parlais pas de ça, mais de ce que Mat a crié. C'était quoi exactement? Le jeune homme haussa les épaules. J'ai oublié. Sur la défensive, il regarda ses 3 amis et répéta. J'ai oublié. C'est nébuleux comme les souvenirs d'un rêve. Je ne sais pas ce que j'ai dit, pourquoi je l'ai dit, ni ce que ça signifiait. En admettant que ça ait voulu dire quelque chose. Je crois, oui, dit Egwene. Quand tu as crié, j'ai eu l'impression de te comprendre. Mais sur le coup, seulement. Depuis, c'est terminé et... Oh, tu as peut-être raison, Mat. Dans des circonstances pareilles, l'imagination nous joue d'étranges tours. Karai An Kaldazar, dit Moiraine. Tous tournèrent la tête pour la regarder. Karai An Elisand, Al Elisand. Pour l'honneur de l'aigle rouge, pour l'honneur de la rose du soleil, la rose du soleil. C'est l'antique cri de guerre de Manetheren, en particulier de son dernier roi. Eldren était surnommée la rose du soleil. Moiraine sourit à Egwene et à Mat, mais son regard, sembla-t-il, s'attarda plus longtemps sur le jeune homme que sur la jeune fille. Le sang de la lignée d'Arad est toujours très puissant à Deux-Rivières. Il n'a pas cessé de chanter. Mat et Egwene se regardèrent alors que tous les autres yeux étaient rivés sur eux. Les yeux ronds, la bouche dessinant un grand sourire qu'elle essayait en vain d'étouffer, la jeune fille ne savait pas trop comment interpréter ce discours sur le sang ancien. À voir son expression sinistre, Mat ne se posait pas ce genre de questions. Rand devinait les pensées de son ami. Il les partageait même. Si Mat était vraiment un descendant des rois de Manetheren, c'était peut-être bien lui seul que les Trollocs poursuivaient. Cette idée valut un tel soulagement à Rand qu'il eut aussitôt honte de sa réaction. Il s'empourpa, mais quand il croisa le regard de Perrine, il s'avisa qu'il n'était pas le seul à s'être tenu ce raisonnement. « Voilà bien une histoire hors du commun, » dit Tom. « Je serais malvenu de le nier. En d'autres circonstances, ça pourrait m'inspirer un conte, mais là... Aes Sedai, avez-vous l'intention de rester ici toute la journée ?»« Non, » répondit Moiraine. Alors qu'elle récupérait les rênes d'Aldib, un corps Trolloc sonna, rappelant à tous que le danger était toujours présent. D'autres corps répondirent à l'est et à l'ouest. De nouveau très nerveux, les chevaux piaffèrent. « Ils ont franchi la muraille de feu, » dit Lan. « Moiraine, tu n'es pas assez forte pour ce que tu entends faire. Pas avant d'avoir pris du repos. Et aucun Myrddraal ni aucun Trolloc n'entrera dans notre refuge. » Moiraine leva une main, comme pour intimer le silence au champion. Mais elle la laissa retomber en soupirant. « Très bien, » concéda-t-elle à contre-cœur. « Tu dois avoir raison, mais j'aimerais qu'il y ait une autre solution.
Elle s'empara de son bâton, glissé sous une sangle de sa selle. « Que tout le monde se masse autour de moi. Allons, obéissez. Venez le plus près possible. » Rand poussa Nuage à approcher d'Aldib. Sur l'insistance de l'Aes Sedai, les cavaliers formèrent un cercle si serré que les anneaux d'un cheval venaient s'écraser dans la queue d'un autre, et ainsi de suite. Lorsqu'elle fut satisfaite, l'Aes Sedai se dressa sur ses étriers et leva très haut son bâton, le faisant tourner pour qu'il passe au-dessus de la tête de tous ses compagnons. Rand tressaillit chaque fois que l'artefact frôla le haut de son crâne. S'il avait fermé les yeux, il aurait pu suivre les évolutions de l'objet en se fiant à ses tremblements et à ceux des autres. L'âne excepté bien entendu, comme on pouvait s'y attendre, il n'était pas affecté par le phénomène. Soudain, Moiraine tendit son bâton en direction de l'ouest. Des feuilles mortes tourbillonnèrent dans l'air et des branches se tordirent comme si un cyclone les entraînait irrésistiblement vers l'horizon occidental. Tandis que la tempête invisible s'éloignait, l'Aes Sedai se rassit sur sa selle. « Pour les Trollocs, annonça-t-elle, notre piste semblera conduire vers l'ouest. Leur odorat les abusera. Les Myrddraal finiront par comprendre. Mais en attendant... »« En attendant, dit Lan, nous aurons pris le large. »« Votre bâton est très puissant, dit Egwene. Une remarque qui lui valut un regard courroucé de Nynaeve. « Mon enfant, répondit l'Aes Sedai, combien de fois devrais-je te répéter que les objets n'ont aucun pouvoir ? Le pouvoir de l'unique vient de la source authentique, et seul l'esprit d'un être vivant peut l'utiliser. Ce bâton n'est même pas un engréal. Il m'aide à me concentrer, voilà tout. » Très lasse, elle glissa de nouveau le bâton sous la sangle. « Lan, nous repartons. »« Suivez-moi, dit le champion, et ne faites pas de bruit. Si les Trollocs nous entendent, ça gâchera tout. » Le champion ouvrit de nouveau la route, et il adopta un rythme très soutenu sur un terrain beaucoup plus plat que précédemment. La colonne n'avança plus en droite ligne, multipliant au contraire les détours afin d'éviter les obstacles comme les formations rocheuses ou les zones vraiment trop accidentées. Dans le même ordre d'idées, Lan n'obligea plus ses compagnons à traverser les rideaux de broussailles les plus denses. De temps en temps, il se laissait décrocher pour étudier la piste qu'il générait. Et si un de ses compagnons se permettait ne serait-ce que de tousser, il le foudroyait du regard. Nynaeve chevauchait à côté de Moiraine. Sur son visage, Rand lisait de l'inquiétude. Un déplaisir évident et quelque chose d'autre. Comme si la sage dame avait eu une idée derrière la tête. Affaissée sur sa selle, Moiraine tenait les rênes à deux mains et elle vacillait à chaque foulée de sa jument. À l'évidence, même si ça semblait anodin comparé à un tremblement de terre et à un incendie, créer la fausse piste avait fini par la vider de son énergie. Rand regrettait presque que les corps restent silencieux. Au moins, c'était un moyen sûr de savoir à quelle distance se trouvaient les Trollocs et les Myrddraal. Ne cessant de regarder derrière lui, il ne fut pas le premier à voir ce qui se dressait devant la petite colonne de fugitifs. Et quand il vit enfin, il ne put cacher sa perplexité. Une énorme masse, très irrégulière, semblait barrer l'horizon devant les cavaliers. Au moins aussi haute que la cime des arbres, avec des flèches qui s'élevaient bien davantage, cette muraille couverte de lianes avait tout d'une falaise. Mais dans ce cas... Grâce aux lianes, l'escalade sera un jeu d'enfant. Pour nous. Ah, pas pour les chevaux. En approchant, le jeune homme distingua très clairement une tour. Pas une flèche rocheuse, non, une vraie tour avec un curieux dôme en pointe en guise de toit. « Une ville !» s'exclama Rand. Avec un mur d'enceinte et des tours de garde, comme toutes les cités dignes de ce nom. Sauf que cette ville-là devait être 10 fois plus grande que Berlon, et peut-être même 50 fois. « Oui, concéda Mat. Mais que fait donc une ville en plein milieu d'une forêt ?»« Et une ville fantôme qui plus est, renchérit Perrine. S'il y avait des habitants, laisseraient-ils des lianes et des vignes tout envahir ? Vous savez que les plantes grimpantes peuvent détruire n'importe quelle muraille, comme celle-là s'effrite. » Rand regarda de nouveau et constata que son ami avait raison. Pratiquement partout au pied du mur, des monticules de gravats témoignaient du délabrement de l'ouvrage. Et si toutes les tours avaient des hauteurs différentes, ce n'était pas volontaire. « Je me demande de quelle cité il s'agit, souffla Egwene. Et qu'a-t-il pu arriver ici ?
Sur la carte de mon père, cet endroit n'est même pas mentionné. La ville se nommait Aridol, dit Moiren. À l'époque des guerres des Trollocs, elle était alliée à Manetheren. Les yeux rivés sur les ruines, l'Aes Sedai semblait avoir oublié la présence de ses compagnons, y compris Nynaeve, qui l'aidait pourtant à tenir en selle en la soutenant discrètement. Puis, Aridol mourut, et ce lieu fut baptisé d'un autre nom. « Lequel » demanda Mat. « Ici » annonça Lan. Il tira sur les rênes de Mandarb, l'immobilisant devant ce qui avait dû être un portail assez large pour laisser passer 50 hommes de front. Seules les 2 tours de garde, dévorées par les lianes et à moitié écroulées, marquaient les limites de cette entrée. Des portes, il ne restait plus rien, et sûrement depuis très longtemps. « Nous entrerons par ici. » Des corps ennemis retentirent dans le lointain. Lan sonda la direction d'où montaient les sonneries, puis il vérifia la position du soleil, déjà assez bas dans le ciel à l'ouest. « Ils ont éventé notre ruse, » annonça-t-il. « Dépêchons. Nous devons trouver un abri avant la nuit. »« Et quel nom ?» demanda de nouveau Mat. « Shadar Logoth » répondit Moiren, alors que la petite colonne entrait en ville. Ce nouveau nom, c'était Shadar Logoth.